On va continuer la discussion un peu sur le même sujet, parce que pendant que l'eau continue de monter en Mauricie, je le disais, ça descend en Outaouais. On commence déjà donc à réfléchir aux leçons qu'il faut tirer de ces inondations. Est-ce qu'on peut réduire les conséquences des inondations? Est-ce que les villes doivent se préparer à travailler différemment? On va en parler avec Sophie Guilbeault. Elle travaille à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. C'est un centre de recherche qui est affilié à l'Université Western en Ontario. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser la même question que je viens de poser à mon invité. S'il y a une chose qu'on doit retenir des inondations, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne savait pas? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est une bonne question. En fait, les inondations, c'est pas un nouveau problème au Canada. C'est important de différencier qu'il y a plus d'un type d'inondation qui peuvent affecter le territoire. Ce qu'on voit en ce moment, c'est des inondations de type fluvial, donc quand le niveau de la rivière augmente et atteint, dans ce cas-ci, des bâtiments. Mais il y a aussi un très gros problème au Canada qui est les inondations de type urbaine, qui est ce que votre invité parlait il y a quelques minutes, c'est quand il pleut très fort. Et ce type d'inondation-là n'affecte pas seulement les gens qui sont situés sur les berges ou près des fleuves et rivières. En fait, ce qu'on promouvoit, l'idée qu'on essaie d'avancer à l'Institut, c'est que idéalement, on essaie d'éviter les risques. Éviter les risques, ça veut dire que dans l'aménagement des villes, c'est important de voir dans les plaines inondables, d'essayer de construire des aménagements qui peuvent inonder. Donc, des terrains verts, des choses comme ça, des parcs. On essaie de penser, par exemple, on pense aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a un programme qui s'appelle Room for the River. Donc, on essaie de faire de l'espace à l'eau dans les aménagements paysagers. Parce que si l'eau rentre dans un parc, bon, c'est triste parce qu'on peut pas envoyer les enfants jouer, mais c'est pas grave quand l'eau va sortir. Exactement. Oui, donc c'est dommage, mais c'est quelque chose qui est temporaire et c'est aussi un type de terrain qui a une capacité d'absorber l'eau beaucoup plus qu'un aménagement bâti ou un aménagement imperméable. Donc, lorsqu'on fait de la place pour l'eau, qu'on permet la rétention d'eau, comme le programme aux Pays-Bas qui s'appelle Room for the River prévoit des espaces dans l'aménagement des villes. Il y a des projets, par exemple, où on pourrait construire un terrain de sport qui est plus bas que le niveau des terrains adjacents où l'eau pourrait être accumulée. Et puis, si on y pense, il n'y a personne qui risque de jouer au basketball ou au soccer quand il pleut aussi fort que l'eau s'approche. Mais le reste du temps, on peut quand même utiliser ces espaces. Donc, c'est d'essayer de penser les villes dans le futur pour essayer de minimiser ces choses-là. Donc, c'est toujours la première idée qu'on promouvoit. Il y a eu un nouvel accord qui a été adopté par les Nations Unies en 2015 qui s'appelle le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Et sous cet accord-là, on essaie de comprendre les risques et de minimiser les risques. Donc, encore là, l'idée d'éviter les risques en premier. Ensuite, réduire les risques est une autre idée qu'on essaie de travailler avec. Si quelqu'un n'a pas la possibilité de quitter ou de déménager ou de ne pas habiter dans une zone inondable, c'est important de penser à des petites choses aussi. Par exemple, ne pas garder des effets personnels de valeur dans un sous-sol. Il y a beaucoup de gens qui conservent, par exemple, leurs photos de famille ou des choses comme ça qu'ils ne veulent pas perdre, des choses qui ne sont pas remplaçables. Donc, essayer de penser à ça. Et puis, au niveau juste de l'aménagement de ce sous-sol-là, c'est important de penser qu'il y a des matériaux qui peuvent être utilisés plus que d'autres. Par exemple, si l'eau rentre dans un sol et qu'on a un plancher de tapis ou de stratifié ou de bois, il y a quand même des gros risques de dommages. Si on y va par un vinyle, une céramique ou quelque chose comme ça, il y a plus de chances que l'eau ne rentre pas dans la structure du bâtiment. Il y a des moyens... Pardon, je pense que vous avez une question. Oui, mais là, on comprend pour les individus, pour leur maison. Parlons des municipalités maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent aménager différemment? Est-ce qu'on doit, par exemple, permettre encore aux gens de s'installer sur des terrains riverains, les barrages, les digues, les ponts? Qu'est-ce qu'il faut aménager autrement? Oui, donc je pense que c'est important de ne pas promouvoir les nouvelles constructions dans des plaines inondables, définitivement. On veut minimiser les risques pour les gens. Si on revient, par exemple, en 1954, il y a un ouragan qui s'appelait Hazel qui a affecté Toronto et des parties de l'Ontario. À ce moment-là, le gouvernement est arrivé et ils ont acheté certaines propriétés qui avaient été inondées à la valeur du marché à l'époque et puis ils ont converti ces espaces en parcs. Ces parcs-là ont inondé la semaine dernière et ils inondent
de temps en temps, mais c'est des choses qu'il faut penser. Maintenant, si les gens habitent là encore, oui, donc changer les matériaux et aussi c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dommages à la structure après, de vérifier parce que les inondations, ça peut être aussi des dommages pour la santé. S'il y a de l'eau qui rentre, que ça rentre dans les fondations, que ça rentre dans la structure et que ça commence à créer de la moisissure, ça crée un danger pour la Bien santé sûr. des gens qui vont habiter dans ces maisons par la suite. Au niveau des municipalités, donc encore, essayer de ne pas promouvoir la construction. Dans certains cas, on promouvoit la construction d'infrastructures comme des digues, des barrages qui peuvent minimiser les risques des maisons situées dans des zones plus à risque d'être inondées. Faut s'assurer que ces barrages, ces digues qui sont construites, qu'on investit aussi dans le maintien de ces infrastructures-là pour qu'elles continuent de faire le travail et que ces infrastructures-là n'augmentent pas le risque pour d'autres municipalités. Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence avec des infrastructures où si la nature, des fois, est trop puissante puis on peut rien y faire? Je pense que le but des infrastructures, c'est encore de réduire les risques. Si on se rappelle, il y a quelques années, j'ai fait un peu de travail en Nouvelle-Orléans. Il y avait des infrastructures qui avaient été construites. Elles avaient été construites pour un certain niveau d'ouragan. Malheureusement, ce niveau-là a été dépassé. Donc, on n'avait pas construit pour le niveau de risque qui pouvait arriver dans cette zone-là. Et on se rappelle, il y a eu des dommages sur certains quartiers qui ont été inondés avec plus de 8 pieds d'eau. Donc, je pense que c'est toujours bon. Idéalement, la première idée, encore une fois, ne pas construire dans ces zones-là. Mais en même temps, Mme Guilbeault, une municipalité qui vit de taxes foncières, les gens aiment ça se construire près de l'eau, les terrains valent plus cher. Il faudrait demander une grande volonté politique, une grande abnégation aux municipalités pour dire on va mettre tout ce monde-là, tous ces terrains-là, on va transformer ça en parc, puis on ne mettra plus de maisons là-dessus. Définitivement. Et on comprend ça et c'est pourquoi aussi dans ce cas-là, les infrastructures peuvent venir aider. Et la façon dont on construit les maisons, s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour protéger la maison en tant que telle, c'est toujours valable. Une autre chose que les municipalités travaillent très fort, et j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les inondations de type urbaine qui arrivent quand il pleut très fort. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est vraiment pas seulement les maisons qui sont situées près des fleuves, c'est n'importe quelle maison qui est connectée au réseau d'égouts, au réseau sanitaire d'une ville. Et ça, les municipalités, on l'a vu récemment, font un travail exceptionnel. On a repéré des exemples à travers le Canada l'an dernier, et puis on regarde des villes qui font du travail pour sensibiliser les propriétaires de maisons, pour leur dire voici quelques mesures que vous pouvez faire autour de votre maison, mais nous, on va aussi s'assurer que dans le futur, par exemple, on conçoit nos infrastructures en fonction des changements climatiques, en fonction de ce qui s'en vient et tout ça. Sophie Guilbeault de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.